Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique hebdomadaire qui décortique l'actualité suisse et vous la sert avec une sauce un peu plus acide. Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble de nouvelles applications smartphone à tout faire, ainsi qu'un sondage étonnant au sein des écoles bâloises. À l'occasion d'un micro-trottoir, Alizé a demandé l'avis de la population romande quant au conflit qui oppose la Chine au Japon. Vous verrez, c'est étonnant. Tout aussi étonnant, voire plus, Romain discutera des récentes jérémiades de l'UDC. Enfin, nous nous rendrons à Bussigny, définitivement la ville la plus plate de Suisse. Comme d'habitude, on commence par les brèves. Cette semaine, dans certains lieux fermés d'Helvétie, on nous annonce un gros smog bien crasseux avec des émanations de goudron à en faire pâlir une ville industrielle chinoise. Vous le savez, la restriction de fumée dans les lieux fermés a été balayée par 2/3 des Helvètes. On savait que fumer tuait, mais restreindre les libertés est bien pire, avancent les commentateurs. Lors du vote du dimanche 23 septembre, nos chers concitoyens, dans leur grande sagesse légendaire, semblent avoir voulu montrer au monde que la liberté de mourir bêtement et chèrement d'une autoroute goudronnée dans la gorge, et tout cela au chaud en sirotant son café, ça n'avait pas de prix. Voilà qu'une application iPhone a été créée pour la fête de la bière à Munich. Elle aidera à connaître son taux d'alcoolémie, retrouver son chemin, découvrir les stands les plus visités et trouver des endroits pour s'acoquiner. On devrait faire la même chose en Suisse. Une application pour la politique. Elle ferait réveil en cas de micro-sieste, remplirait nos verres après les avoir jetés sur un collègue élu. On pourrait même imaginer qu'elle nous indique avec certitude et à 110% si une pierre est taillée ou non. Le problème, c'est que si cette appli existait, on rigolerait beaucoup moins en lisant la presse romande. L'opération Astérix 2 a surpris Lausanne en plein après-midi. Une centaine de policiers sont arrivés de tous les côtés de la place de la Riponne pour déstabiliser les dealers résidant sur place. Bilan, 41 personnes identifiées, 33 relâchées et donc, logiquement, 8 personnes arrêtées. Sur le lot, seulement un seul individu est arrêté pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Déstabiliser les dealers ? Panoramix a dû se planter dans sa recette, car là, c'est la soupe à la grimace plus que la potion magique. Mais, braves citoyens, rassurez-vous. Dès le lendemain, le deal a repris normalement. Avec le rejet de l'initiative de Thomas Minder visant à exclure les lobbyistes du Parlement fédéral, ces derniers ont les mains libres pour continuer leur travail de vendeurs d'idées. Les lobbyistes, c'est un peu des vendeurs de carpettes, sauf qu'ils n'agissent pas chez vous, mais au plus haut niveau de l'État, dans le Parlement fédéral dont ils ont les clés. Imaginez qu'un vendeur de carpettes entre chez vous comme dans un moulin et qu'il vous susurre à l'oreille à longueur de journée. Ils sont pas chers, mes tapis, bon marché, bonne qualité, tissés à partir de poils de yak par des enfants unijambistes aveugles. Imaginez aussi que vous ne puissiez rien faire pour l'en empêcher, sauf acheter leur camelote. C'est digne des plus grands films comiques de Danny Boone ou Eric et Ramsey. Mais ne riez pas, c'est pas drôle. Depuis plusieurs années, on commence à miser sur les biocarburants pour sauver la planète bleue. Mais voilà, malgré leur nom un peu gringrin macramé, ils ne seraient finalement pas mieux pour l'environnement que les énergies fossiles. Ils émettent peu de gaz à effet de serre, mais les dommages qu'ils causent au sol sont considérables. Mais de quoi se plaint-on ? Plus besoin de désherbants ni de chasse de régulation, car avec les biocarburants, au sol, il n'y aura même plus un radis. Puis c'est Evelyne qui va être contente. Elle va pouvoir aussi les taxer à 5 francs le litre. Et gling gling dans les caisses de l'État. Un sondage a été réalisé à Bâle et révèle que 30% des écoliers de ce canton pensent être vaccinés contre le sida. Il faut savoir qu'en Suisse alémanique, les cours d'éducation sexuelle, qu'on envisageait d'abolir, sont dispensés par le professeur de classe en personne. Point d'éducateur sexuel, de sexologue ou d'animateur spécialisé. Vous allez me dire, si un élève sur 3 avec l'accès à Internet et tout, arrive à croire qu'un vaccin le protège du VIH, ça veut dire qu'il y a bien au moins la moitié des enseignants bâlois qui sont certains d'être immunisés contre le virus. Ça fait peur, vous dites ? Mais non, c'est la faute à Internet, disent les parents d'élèves. C'est plein de fausses infos là-bas. À quand un vaccin contre la connerie et l'ignorance ? Après ces quelques brèves, passons à quelque chose d'un peu plus sérieux. Le conflit sino-japonais à propos des îles Senkaku-Diaoyu. On a réalisé un micro-trottoir pour savoir ce que la population romande en pensait. Nul doute qu'elle a un avis très tranché sur la question.
Excusez-moi monsieur, c'est pour l'émission Citrique. Un petit mot sur la discorde entre la Chine et le Japon pour les îles Senkaku Diaoyu. Je m'en fous, moi j'aime pas le poisson cru. Merci. Vous avez entendu que le Japon avait acheté les îles Senkaku à des privés? Vous pensez qu'il devrait les rendre aux Chinois? Ah bah moi j'ai adoré les vacances à Phuket, le soleil, les cocktails, la nourriture, c'était génial. Franchement, habiter là-bas, ça doit être génial. C'est-à-dire qu'on parle bien du conflit entre le Japon et la Chine? Écoutez, je ne sais pas, moi, de toute façon, un conflit c'est forcément une guerre civile. Kim Jong-un, Kim Jong-2, de toute façon c'est tout pareil pour moi, ici on s'en fout. Puis la France a qu'à mieux gérer ses colonies, madame. Merci, je suppose. Bonjour, que pensez-vous de la menace d'attaque nucléaire que la Chine fait peser sur le Japon pour leurs îles Senkaku Diaoyu? Alors moi je pense que jamais 203. Enfin la langue française a inventé une expression, alors faudra la suivre quoi. Après Nagasaki et Hiroshima, sans caillou douyou, moi je trouve que c'est normal quoi. Oui bon passons à autre chose. Bonjour, que pensez-vous de l'achat des îles Senkaku Diaoyu par les Japonais? Moi ce que je pense c'est que les Chinois ils abusent trop. Le fait de mettre le feu à des voitures de marque japonaise ou tout simplement s'adonner au vandalisme, c'est réellement un problème au niveau culturel, diplomatique, militaire, social et économique, surtout économique, car il s'attaque aux intérêts chinois et à des entreprises certes japonaises, mais avant tout implantées sur le sol chinois. Donc on peut dire qu'ils s'attaquent d'une certaine façon à leur propre pays, tout ça pour des îles quasiment inhabitées. En fait, c'est uniquement pour exprimer une sous-évaluation de l'étranger. C'est tout à fait ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Quoi? Oui, bon, effectivement comprendre qu'acheter le silence d'un gouvernement étranger, ce n'est pas la chose la plus éthiquement acceptable. Et finalement, en fait, le Japon ne s'est jamais excusé pour les atrocités comprenant les viols, les pillages et les tortures qu'il a exercées sur les populations chinoises. En fait, en regardant les faits, on pourrait presque parler de néocolonialisme japonais. Pensez au sushi. C'est, j'imagine, ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Ouais, ce que je pense, oui, bon. c'est que... En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre point de vue et je vous remercie de votre précieux témoignage. Je vous rends l'antenne, Citrique. Merci Alizé pour ce reportage très intéressant sur le conflit nippo-chinois. Revenons maintenant en Suisse et parlons politique. Alors Romain, qu'est-ce qui se passe à l'UDC? Seul contre tous, c'est un peu ce que croit le parti de la droite helvétique. Presque tous les jours, dès lors qu'un membre de la famille UDC est attaqué, décrié ou licencié, il s'agit forcément d'une manœuvre politique pour nuire au parti. Il n'y a pas 3 jours, le président de l'UDC, Tony Brunner, déclarait que tout venait du fait que son parti était mal aimé. Adepte de la chanson de Claude François ou parti un peu paranoïaque? En tout cas, pour reprendre les paroles, il doit y avoir un désespoir caché au fond du groupe de la droite. Après le burn-out de plusieurs élus du parti, la verve avec laquelle celui-ci se dit constamment attaqué et la chute lente, mais sûre de ses leaders, est-ce que la Suisse en aurait marre du parti d'opposition? Quand on sait en plus qu'un jeune PLR, seul parti allié des agrariens, attaque une des icônes de la relève de l'UDC, on ne sait plus que penser. Tout ce qu'on sait, c'est que le parti n'arrête pas de faire parler les médias. Et pour cause. Souvent des membres trop agressifs se lâchent sur les réseaux sociaux. Encore sous le choc de ne pas avoir eu 2 sièges au Conseil fédéral, le parti a lancé une initiative pour faire élire les 7 sages par le peuple. Initiative rejetée par le Conseil des États mais qui sera soumise en votation populaire. Alors se pose la question du financement des campagnes. Comme on le sait, l'UDC est souvent le parti qui investit le plus dans celle-ci. Et une élection par le peuple permettrait peut-être de voir les pros de la com gagner à nouveau la place qu'ils pensent mériter. Mais après l'affaire Hildebrand et les récentes défaites dans les cantons, le SVP a-t-il encore un réel soutien de la population? Préparons-nous aux campagnes choc et aux chocs des campagnes, car on va immanquablement y avoir droit. Merci Romain. Tout ça est très flatteur pour le futur plus grand parti suisse. Terminons avec le focus de la semaine. Arnaud traitera aujourd'hui de la commune de Bussigny.
Ils l'ont fait! Les Bussignolais, autrement appelés les Metzelau, ont refusé le diktat de l'architecture triomphante du XXe siècle. Autrement dit, la commune de Bussigny, dans la périphérie de Lausanne, a refusé sèchement par vote populaire la course au décamètre, symbolisée par la mal-aimée tour. La tour d'habitation de 60 mètres de haut, c'est-à-dire environ 20 étages, était pourtant destinée à être le fer de lance d'un tout nouveau quartier dit moderne, dans une zone industrielle désaffectée. Mais ce concept de recyclage de l'espace post-industriel, les Bussignolais n'en voulaient pas. De la modernité, pensez-vous? On ne veut pas de ça chez les Metzelau. Si certains disent que la tour était moche et gourmande en énergie, c'est bien le symbole du développement de la région péri-lausannoise qui est en jeu. Les causes du rejet du projet postmoderne sont donc plus profondes et touchent à la psyché même des Bussignolais. Ces derniers nous montrent que les métaphores de hauteur, si souvent associées au progrès technologique, eux essuient leurs pieds crottinés dessus. On ne s'élève pas vers les cieux à Bussigny. On ne cherche pas à atteindre des sommets. On refuse toute envie de toucher les étoiles ou d'atteindre le firmament. Au contraire, on préfère le terre-à-terre, la pensée rasmotiste des gens de campagne. Le développement, c'est mal. Les symboles architecturaux de la grandeur phallique de l'homme, c'est beaucoup trop occidental, comprenez, américain. Celles-ci sont sûrement des réflexions qu'ont dû avoir les concepteurs du projet architectural, qui, eux, sont maintenant au fond du gouffre. Avec cette décision à contre-courant des élites communales, la population de Bussigny se place en opposante du développement intempestif et peu contrôlé de l'arc lémanique. Avec divers projets de gratte-ciel dans les tiroirs, les ingénieurs et entrepreneurs de la région voient sûrement cette décision populaire d'un très mauvais œil. Paradoxalement, d'une commune inconnue du grand public roman et qui souhaitait freiner son développement, les Bussignolais sont devenus des stars. À défaut de hauteur architecturale, ils sont en tout cas en haut de l'affiche. Mais pour combien de temps ? Et voilà, l'émission Citrix, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager la vidéo. À la semaine prochaine.